va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, vers les guides spirituels qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, guides spirituels de chacun d'entre nous, guides spirituels du travail qu'on réalise, des différents groupes, et qui nous demandent de notre part un petit effort pour nous mettre en syntonie avec eux, effort de travail, d'étude, de réalisation du bien, de la charité, de fraternité, de solidarité. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, pour voir la deuxième partie de cette leçon qui consiste à étudier la loi de liberté, qui est une loi naturelle, que nous puissions bien comprendre cette loi de liberté, quelles sont les conditions, quelles sont les limites, que nous puissions les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et aussi sans oublier les esprits qui peuvent être parmi nous aujourd'hui, qu'ils puissent eux aussi comprendre ces enseignements et participer à cette étude avec nous. Voilà. Alors, je vous ai mis le programme, donc c'est dimanche 23/6, 23 juin aujourd'hui. L'erreur d'ailleurs venait de là, hein, c'est que il y avait plus, j'avais oublié de la mettre dans mon calendrier, cette dernière. Donc on est toujours à la loi de liberté. On avait vu la semaine dernière la liberté de pensée, de conscience, libre arbitre et responsabilité. Et aujourd'hui, on va voir donc la deuxième partie, c'est la fatalité, le principe de l'action et de la réaction. D'accord ? Quelles sont les limites à cette liberté? Est-ce qu'il y a une fatalité ou pas? Le déterminisme dont on avait parlé la dernière fois. Hein? Et puis, le principe de l'action et de la réaction, donc, ce sont aussi des lois de la nature qui ne peuvent pas se contredire et puis qui s'appliquent évidemment en parallèle l'une de l'autre. Voilà, donc c'est la loi de liberté. Alors, quel est le lien? Aujourd'hui, on va voir donc quels sont les liens entre l'exercice du libre arbitre et la fatalité. Est-ce qu'il y a des choses qui sont fatales ou pas, hein? Ou est-ce que tout est fatal? C'est ce qu'on va voir. Et on va voir aussi le principe de l'action et de la réaction. Hein, c'est une autre loi naturelle. Dans les notions de base, donc c'est la question 851. Hein, c'est là, c'est dans le livre 3e du livre des esprits, là où vous trouverez ces lois divines ou naturelles, et notamment la loi de liberté. La question posée est: qu'y a-t-il une fatalité dans les événements de la vie, selon le sens attaché à ce mot? C'est-à-dire, tous les événements sont-ils arrêtés d'avance? Et dans ce cas, que devient le libre arbitre? Hein, donc, on est vraiment là dans le cas du le fameux débat hein, entre le déterminisme et le libre arbitre, comme on en avait parlé un peu la dernière fois. Déterminisme, ça veut dire que tout est programmé à l'avance, hein, et le libre arbitre, c'est non. À tout moment, on a le choix de décider de faire ou de ne pas faire quelque chose. Alors, est-ce que ça s'applique à tout? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses qui sont fatales? Hein? Une chose qui est fatale et que on passera avec une probabilité de 100%, chacun de nous, c'est qu'un jour, on va retourner dans le monde spirituel. Hein? Donc ça, on voit tout de suite qu'il y a des choses qui sont fatales. Je ne suis pas libre d'être réincarné de façon immortelle. Hein. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait une série télévisée justement sur un homme qui était soi-disant immortel. Hein. Voilà, c'est de la fiction parce que dans la réalité, ça n'existe pas. On va tous, à un moment donné ou un autre, y retourner. Donc on voit bien qu'il y a des choses et des événements qui arrivent fatalement. Hein. Donc c'est le sens de la question. Hein, il parle, tous les événements sont-ils arrêtés d'avance? Hein? Et la réponse des esprits, en fait, elle est très simple et très claire. Elle nous dit: la fatalité n'existe que par le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve. Hein? On avait parlé dans une
dans un cours précédent de la programmation de la réincarnation, vous vous rappelez? Mhm. Et donc, dans cette programmation de la réincarnation, on fait un certain nombre de choix. Voilà, je veux être homme ou femme, je veux avoir telle et telle caractéristique de ma vie. Voilà, je veux mourir jeune ou je veux mourir plus âgé de telle et telle façon. Il y a un certain nombre de choix qu'on fait, hein, avant de se réincarner. Et là, les esprits nous disent, la fatalité existe que par le choix qu'on a fait avant, hein. Donc, une fois qu'on a choisi ces grandes lignes de vie, en principe, et c'est là où je dis en principe, on ne peut plus les changer, on ne peut plus reprogrammer notre réincarnation, hein. Il y a des choses, par exemple, si on est homme ou femme, on ne peut pas dire, comme une fois qu'on aura, je ne sais pas, 20 ans, ce serait mieux si j'étais une femme, et puis changer. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, biologiquement, on ne peut plus changer, hein, mais dans la pratique, il y a quand même des moyens aujourd'hui de changer, hein. C'est pour ça que on a sur certains formulaires maintenant, hein, ou les cartes d'identité, c'est plus juste homme ou femme, mais il y a beaucoup plus d'options en dessous, hein. Voilà. Mais bon, une fois qu'on est né homme, on est né homme, quoi. On n'est pas, même si on a une personnalité féminine, on ne peut plus changer ce fait, hein. Et c'est là où on voit justement combien l'être humain et puis la technologie et tout luttent justement pour éviter cette fatalité, même si elle correspond à un choix qu'on a fait nous-mêmes avant de se réincarner. Mais évidemment, quand on se place dans un point de vue matérialiste, ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en considération, hein. Ça n'existe pas, cette programmation de la réincarnation, hein, puisque la vision matérialiste, soit on n'a pas d'esprit, hein, on n'est que de la matière, hein, c'est notre cerveau qui est programmé comme ça, soit pour d'autres qui sont spiritualistes, ils disent que l'esprit est créé en même temps que le corps, hein. C'est ce qu'on voit notamment dans la religion traditionnelle chrétienne, hein, qui sont pour la plupart non réincarnationnistes. Et là, l'âme, elle est créée en même temps que le corps, hein. Donc, elle n'a pas non plus pu programmer sa réincarnation. Mais le point de vue spirit, lui, il est beaucoup plus clair, hein. Donc, l'âme existe, elle préexiste au corps, elle programme elle-même dans la majorité des cas, hein, parce qu'on avait vu qu'il y a des cas où, quand l'esprit ne peut pas faire cette programmation, il y a les guides qui font la programmation pour lui, hein, en choisissant ce qu'il y a de meilleur pour son évolution. Mais dans la plus grande majorité des cas, on choisit nous-mêmes la réincarnation qu'on veut avoir. Voilà. Et donc, à partir de là, l'esprit nous dit que la fatalité existe par ce choix, hein. Si on a, par exemple, choisi d'avoir une existence pauvre, hein, avec des conditions matérielles difficiles, hein, disons, on pourra de temps en temps trouver des solutions, monter un peu dans la vie, mais on retombera systématiquement dans cette situation qu'on avait choisie, qu'on avait désirée avant, hein. Et c'est en cela que se fait cette fatalité, entre guillemets. Alors, telle et telle épreuve, en la choisissant, il se fait une sorte de destin qui est la conséquence même de la position où il se trouve placé, hein. Et donc, c'est là où ils disent, le fait, une fois qu'on a fait le choix, hein, on se trouve dans une position, hein, avec ce programme qui a été fait, et on retombe chaque fois, hein, dans la pauvreté, comme je l'ai dit avant, hein, si on a choisi d'être pauvre. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils disent une sorte de destin, hein. Mais en fait, c'est la conséquence des choix qu'on a faits et de la position où on se trouve placé qui va donc encourager le fait que ces choix qu'on a faits se réalisent. D'accord? Je parle des épreuves physiques, hein. Donc là, c'est la fatalité au niveau des épreuves physiques. Car pour ce qui est des épreuves morales et des tentations, l'esprit, conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal, est toujours le maître de céder ou de résister. D'accord? Donc, il y a les épreuves physiques, il y a la partie matérielle qui, elle, est fatale en fonction des choix qu'on a faits. Ensuite, c'est là où on a vu la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, où est-ce qu'on est vraiment libre, où est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre? C'est dans la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de choisir entre le bien et le mal.
là, on restera toujours libre. D'accord? On n'est jamais condamné à l'avance à choisir le mal. Et on n'est non plus jamais condamné à l'avance de choisir le bien. Hein. C'est là où on garde notre liberté. Hein. Donc, vous voyez, c'est tout à fait cohérent avec la réponse qu'on a vue la semaine dernière. Hein. C'est que on garde cette liberté de penser, hein, cette liberté de conscience. D'accord? Est-ce que ça va, c'est clair? Voilà. Et donc Kardec, il résume dans le point suivant, qui est un petit peu plus long, la question 872, hein, où il nous dit, la question du, dans un commentaire, hein, la question du libre arbitre peut se résumer ainsi. L'homme n'est point fatalement conduit au mal. C'est une première affirmation qui est fondamentale. Hein, on n'est jamais fatalement conduit au mal. Donc, si on choisit le mal, c'est en vertu de notre libre arbitre. D'accord? Les actes qu'il accomplit ne sont point écrits d'avance. D'accord? Donc, tout ce qu'on décide de faire le jour, pareil, c'est pas écrit d'avance. Il n'y a pas de déterminisme dans cela, puisque c'est ce qu'on choisit, ce qu'on a choisi hein, avant de se réincarner. Et ce qu'on choisit au jour le jour. Hein. Les crimes qu'il commet ne sont point le fait d'un arrêt du destin. Personne n'est condamné fatalement à commettre un crime. D'accord? S'il commet un crime, si quelqu'un commet un crime, c'est la mauvaise utilisation de son libre arbitre juste avant de commettre le crime. D'accord? Alors évidemment, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin, il y a des circonstances qui augmentent la probabilité qu'on prenne cette décision. Mais on sera toujours libre de la prendre ou de ne pas la prendre. Hein. Voilà. Il peut, comme épreuve et comme expiation, choisir une situation, une existence, pardon, où il aura les entraînements du crime, soit par le milieu où il se trouve placé, soit par des circonstances qui surviennent, mais il est toujours libre d'agir ou de ne pas agir. Vous voyez? Donc là, c'est aussi clairement dit. On peut être dans des situations où la probabilité augmente, mais elle ne sera jamais de 100%. On garde toujours la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Et ça, vous en avez plein d'exemples. Hein, quand vous voyez des personnes qui naissent dans des milieux très difficiles, hein, ou dans des cités, ou dans des bidonvilles. Voilà, je cite les bidonvilles pour les pays pauvres, les cités, c'est un petit peu bon, l'équivalent chez nous. Vous avez forcément des tentations, vous voyez des trafics de drogue, vous voyez plein de choses, des entraînements au crime, des mauvais exemples autour de nous. Et que ce soit dans un bidonville ou dans une cité, vous avez des esprits qui s'en sortent bien, qui choisissent de ne pas entrer dans ces choses-là, de ne pas tomber dans ces travers, en utilisant justement leur libre arbitre et leur force. Hein. Donc, on peut être soumis à la tentation, hein, mais on peut y succomber ou pas. Hein. C'est la prière dominicale, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Parce que des tentations, bon là on parle de crime, évidemment, c'est un cas un peu extrême, ou de trafic de drogue ou autre. Hein. Mais après, quand on regarde au jour le jour, il y a plein de situations qui sont, tiens, il y a un beau gâteau au chocolat, là, est-ce que je le mange, est-ce que je le mange pas? Hein. C'est un peu pareil, hein, mais à un autre niveau. Hein. On est toujours libre de le manger ou de ne pas le manger, de l'acheter ou de ne pas l'acheter. D'accord? Et c'est comme ça on voit une personne qui est en difficulté pour traverser la rue, on est toujours libre de l'aider ou de ne pas l'aider. Vous voyez? Ces choses-là ne sont pas écrites d'avance. Sinon, effectivement, notre libre arbitre serait réduit à peau de chagrin. Non, non, on le garde, hein, et donc, selon le choix qu'on fait, on en aura la responsabilité, donc les mérites si on a fait le bien, et la responsabilité si on a fait quelque chose de contraire. Ainsi, il continue, hein, ainsi le libre arbitre existe à l'état d'esprit dans le choix de l'existence et des épreuves. Hein, c'est ce qu'on a vu avant, on choisit ses expériences. Alors, c'est dans le livre de Guillemont, là, il parle beaucoup de ça. Hein. J'ai commencé à comprendre comment il envisage hein, le futur, comment il dit que le futur agit sur le présent, etc. C'est ce que je pensais au départ.
moi, quand il dit que le futur agit sur le présent, je l'ai toujours interprété comme on le voit ici, c'est-à-dire que on a fait des choix avant de se réincarner, ou même parfois après de se réincarner. On a par exemple décidé d'aller, j'ai décidé d'aller en juin 2025 à Végimont, d'accord? Donc, ce choix que j'ai fait à un instant T pour le futur, hein, il va forcément agir sur le présent. Voyez. Eh ben, quand on regarde et qu'on analyse, c'est quand même un peu ça. Hein, c'est-à-dire que euh, lui, il est partisan du libre arbitre, heureusement. Hein, et donc, on a toujours, hein, j'ai choisi d'aller à Végimont en 2025, mais je pourrais y aller à pied, en vélo, en train, en voiture, en avion. Je ne sais pas encore quand et comment, je pourrais y aller seul avec d'autres personnes. Hein. Il y a plein d'éléments par rapport à cet objectif qui ne sont pas encore définis, qu'il faut encore que je définisse. Hein. Et à la limite, je peux très bien à un moment donné dire, eh ben non, je change d'avis, j'y vais plus. Voyez. Bien que j'avais décidé à un moment donné d'y aller, on peut changer d'avis, je dis j'y vais plus. Et donc, quand il parle de son arbre de vie, des différents chemins possibles pour aller, euh, à un endroit, hein, ben, et à un moment donné, bon, ben, on dit, parmi toutes les possibilités qui existent en parallèle, hein, ben, au fur et à mesure qu'on avance, ben, on en choisit une, on en choisit l'autre. Hein, on dirait, ben, j'y vais en voiture. Bon, ben voilà. Après, une fois que j'y vais en voiture, c'est déjà toutes les autres possibilités s'effacent. Hein. Elles existaient au moment où j'avais fait le choix, mais dès que j'ai choisi d'y aller en voiture, elles s'effacent. Après, même quand j'ai dit j'y vais en voiture, je peux toujours dire j'y vais en passant plutôt par Strasbourg ou en passant plutôt par Nancy. Hein. Donc là aussi, c'est un choix. Et c'est que le jour où j'ai décidé que j'ai pris la bonne route, que j'ai choisi entre les deux routes, que ce choix se résume. Mais du coup, il y a quelqu'un de Strasbourg qui m'appelle en disant, écoute, je suis embêté, est-ce que tu peux me récupérer? Puis, hop, je peux toujours encore changer de route et repasser par Strasbourg pour prendre cette personne en passant. Vous voyez? Et c'est là où on voit que la fatalité, en fait, elle résulte, comme il le dit, de ces choix qu'on a faits. Et ensuite, le chemin pour y arriver, ben, on reste quand même toujours libre jusqu'au dernier moment. Hein. Voilà. Et c'est bien comme ça qu'il présente, quand on voit ce livre de Guillemot, hein, c'est bien comme ça qu'il présente les choses. Par contre, il rajoute un élément qui est intéressant. Il dit, il faut rester éveillé et essayer de détecter les signes du futur, les signes que le futur nous envoie. Alors là, c'est un petit peu plus, hein, je me suis un peu creusé la tête. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Eh bien, les signes que le futur nous envoie, c'est tout simplement quand les réminiscences, hein, ou quand notre guide nous aide à comprendre ou à nous rappeler, hein, ou nous donne des indications sur les choix qu'on avait faits avant de se réincarner. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? J'avais choisi tel chemin, hein, donc c'est un chemin qui est pour notre existence, donc pour le présent, mais aussi pour le futur. Hein. Et donc, les signes que le futur nous envoie, c'est, eh ben, dans ma vie, dans la programmation de ma réincarnation, j'avais décidé, par exemple, d'écrire un livre, d'accord? Mais dans le présent, je ne l'ai toujours pas fait, d'accord? Et ce que Guillemot appelle le signe du futur, hein, c'est, bon, ben, comme il le dit, hein, les circonstances qui se présentent, les circonstances qui surviennent, hein, comme dit Kardec, ben, je passe dans une librairie, je vois une chose qui va me dire, tiens, il faudrait que tu écrives un livre. Vous voyez, c'est ces fameuses coïncidences, ces fameuses synchronicités dont il parle beaucoup dans le livre, mais il ne dit pas clairement, hein, bon, il est quand même ouvert à la spiritualité, mais il ne dit pas clairement que ces coïncidences, en fait, il y a un acteur derrière tout ça qui peut être notre guide spirituel et qui fait que ces choses-là surviennent à un instant T pour nous donner des signes et nous rappeler ce qu'on avait décidé de faire avant de se réincarner. Est-ce que ça va, vous m'avez suivi ou je vous vois un peu perplexe, hein? Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Hein, c'est
Entre les choix qu'on fait, par exemple, c'est le choix du mariage. Hein. On dit, ben voilà, entre deux esprits, on s'est mis d'accord pour faire cette vie ensemble. Bon, quand on regarde la manière et les circonstances et comment le hasard, entre guillemets, hein, fait les choses pour qu'on se rencontre et puis pour que finalement on décide à vivre ensemble et de se marier, c'est pareil, hein, on ne voit pas l'effet du hasard. Je vais donner un autre exemple. Dans cette vie, bon, bah, j'ai probablement décidé, tiens, je voudrais bien être spirit dans cette vie. Hein. Et ben, quand je réfléchis à la manière dont je le suis devenu au début, hein, dont j'ai été mis en contact, c'est pareil. Il y a toutes les choses qui se sont euh, mises en place, hein, pour que, à un instant T, hein, jusqu'au jour, le jour J où on avait, je dis, ah ben, un problème de perturbation spirituelle, on ne savait pas ce que c'était. On savait juste que le psychiatre, il pouvait pas faire grand-chose. Hein. Ben, ce jour-là, j'ai pris l'annuaire téléphonique de Récif, c'est quand même un machin qui fait 500 pages, hein, ouvert comme ça au hasard, et puis tombé sur Fédération Spirit de l'État du Pernambouc. Vous voyez. Donc, tous les événements s'engrènent, on peut pas ne pas voir derrière ça l'influence de notre guide spirituel, quoi, qui nous amène petit à petit, qui nous donne ces signes, hein, pour nous aider, nous guider vers ce qu'on avait choisi, nous, avant de nous réincarner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'était une fatalité ou pas? Ben, c'était une fatalité, par exemple, ben, qu'on subisse cette perturbation spirituelle. Hein. Mais ensuite, bon, j'ai ouvert le livre, ben, pareil, hein, il m'a fait tomber sur la bonne page, mais j'aurais très bien pu, à ce moment-là, décider, ben, j'y vais ou j'y vais pas. C'est là où il faut, comment dire, quand il dit il faut écouter les signes du futur, il faut chercher à les détecter. Là, j'ouvre d'un coup, je tombe sur un truc. Bon, bah, c'est là où il faut se dire, bon, là, je vois effectivement un signe du futur. La probabilité pour que je tombe exactement sur quelque chose comme ça est très, très faible. Hein. Et si je suis tombé là-dessus, c'est certainement là où que je vais trouver de l'aide. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné, ils m'ont dit, bon, ben, oui, ok, pas de souci, vous pouvez venir cet après-midi à 2 heures, on vous recevra, etc., etc. Puis on y allait. Et c'était mon premier contact avec le spiritisme. Hein. Puis bon, j'ai déjà raconté les étapes suivantes qui m'ont fait amener à lire Kardec et à partir de là, la sensation de déjà-vu, etc. Toutes les choses qui étaient déjà préparées dans le monde spirituel avant que je me réincarne. Et là, ça vous donne, vous voyez, c'est une illustration qui montre comment ces choses, hein, ces hasards qu'on appelle faussement le hasard, ces phénomènes de synchronicité, font que, hein, dans les circonstances qui surviennent, eh ben, on va aller vers ce qu'on avait choisi. Enfin, on va nous montrer un chemin et qu'on sera jusqu'au dernier moment libre de suivre ou de ne pas suivre. D'accord? Mais le chemin nous sera clairement montré. Ces signes du futur dont parle Guillemot, hein, ben, on peut tout à fait les interpréter comme ça. Voilà. Vincent. Ce qu'on a du mal à comprendre, Charles, c'est que comme tout arrive en même temps, on se raconte des histoires, mais tout arrivant au même moment, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Tout arrive dans l'instant. Il n'y a pas de, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace dans la réalité. On se crée une illusion qui est du passé, du présent et du futur. C'est ce qu'on crée personnellement. On se crée une histoire, mais l'histoire n'existe pas. C'est pour ça que tout arrive en même temps. Et si on comprend que tout arrive en même temps, ben, on peut choisir effectivement des options différentes, mais on se rend compte on peut rechoisir des choses par la suite. Tout est ouvert. C'est ça, c'est exactement ce que dit Guillemot. Et il cite Einstein, hein, qui dit le passé, le présent et le futur n'existent pas. Hein. Il y a eu plein de scientifiques sont convaincus de ça. Cela dit, ici, dans notre situation incarnée à l'état de veille et tout, bah, le temps existe. Hein. Notre réunion, là, elle a commencé à 8 heures, elle se terminera à 9 heures, ou 9 heures et un petit peu. Hein. Donc, le temps, le présent, on peut pas, voilà, c'est peut-être ce qu'on crée d'ailleurs ensemble,
qui avaient été programmés auparavant, etc. hein. Mais c'est vrai que à partir de là et pour le futur, donc c'est les choix qu'on fait qui vont déterminer justement ce futur. Charles, si on veut, on peut étendre cette heure et demie à l'infini. C'est-à-dire que si tu te sens intérieurement complètement présent, complètement investi par cette séance d'études, tu peux étendre le temps à l'infini, ou tu peux le raccourcir à l'infini. C'est-à-dire que si tu trouves la séance très intéressante, tu vas trouver le temps passer très vite. Et, par contre, si tu trouves, oh, bah, c'est toujours la même chose, c'est extrêmement long, il raconte toujours la même chose, Charles, c'est long, et tu vas pouvoir étendre le temps. Et c'est là où on peut se rendre compte que le temps, c'est une notion subjective. Ben, tout à fait. C'est le temps. Quand on est jeune, le temps passe lentement, et plus on vieillit, plus le temps passe vite. Hein. Il y a des sensations comme ça subjectives par rapport au temps. Et surtout, si tu veux, quand tu es dans le monde spirituel, hein, c'est là où il ne faut pas oublier que la notion du temps, elle est complètement différente. Hein. Hein, c'est pour des expériences de mort imminente, hein, ça dure quelques secondes, mais l'expérienceur, il a fait des expériences qui, pour lui, ont pu durer des jours. Hein. De passer par le tunnel, voir des gens, discuter avec l'un, discuter avec l'autre, et hop, 15 secondes après, ils l'ont réanimé. Mais tout ce qu'il a vécu, pour lui, subjectivement, ça fait plus que 15 secondes. On voit bien que la notion du temps dans le monde spirituel, elle change. Et comme on est un peu parti des deux, ben, certainement, ces appréciations du temps sont influencées ben, par le monde spirituel et aussi par notre réalité à l'état incarné, quoi. Hein, voilà. Mais bon, moi j'essaie de me rattacher ici. Ils disent les choix qu'on a faits pour les grands événements de notre vie. Ben, ça, c'est le futur. D'accord? C'est des choix qu'on a faits. C'est le futur par rapport au 23 juin, 8h28 qu'on est en ce moment. D'accord? Les choix qu'on a faits portent sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Hein. Et quand on dit, quand ils disent fatalité dans ces choix, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois. Est-ce que, par exemple, si avant de se réincarner, on a décidé de mourir à 65 ans d'une crise cardiaque, hein, est-ce qu'on peut changer ce choix, hein, ou pas, hein? Eh bien, aujourd'hui, la tendance consiste à dire ça peut se renégocier. Hein, et il y a des gens comme Divaldo Pereira Franco, par exemple, hein, qui, lui, affirme clairement, ah, j'aurais déjà dû mourir il y a au moins 15 ans ou 20 ans, mais j'ai demandé un moratoire parce que par rapport à ce que j'avais prévu quand j'avais décidé de mourir à tel âge, ce que j'ai réussi à faire a été différent ou a été peut-être un peu meilleur que prévu ou peut-être pas assez. Hein, et donc, j'ai demandé un moratoire pour continuer à faire les bonnes choses ou pour arriver à faire ce que j'avais prévu de faire et que j'ai fait un peu moins vite que ce que j'avais fait. Vous voyez, toutes ces choses-là, je pense la spiritualité aujourd'hui, plus nous on évolue, plus ce genre de possibilité de renégocier, hein, de refaire un petit plein de fluide vital. Hein. On passe à la station de fluide vital, on refait le plein pour continuer. Vous voyez. Donc, beaucoup de choses peuvent se renégocier. Donc, quand on parle de fatalité, comme c'est dit aujourd'hui, c'est clair que tout ne se renégocie pas. Hein. Mais si on va plus vite que prévu ou moins vite que prévu, je pense qu'on peut renégocier du moins certains aspects des choix qu'on a faits lors de la programmation de notre réincarnation. On ne pourra pas, par exemple, dire, ben voilà, je suis masculin, je veux complètement changer mes gènes et puis du jour au lendemain devenir féminin. Il y a des choses je dirais, qui semblent contrarier les lois de la nature qu'on n'arrivera pas à changer. Hein. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on verra un peu plus bas. Hein. Au niveau de la fatalité, ben, il y a aussi ça. Les lois de la nature, on peut pas y déroger. Elles s'appliquent, elles sont universelles, elles s'appliquent à tout le monde pareil. Hein. Il n'y a pas de miracle dans le sens théologique du terme, hein, donc de dérogation à la loi de la nature décidée par Dieu pour favoriser X ou Y, ça n'existe pas. Dieu ne favorise personne. On est tous logés à la même enseigne. Hein.
Et si vous sautez par la fenêtre, une fois que vous avez sauté, vous ne pouvez pas décider de ne plus tomber. Ce n'est pas possible. Là, les lois de la nature s'appliquent et vous tombez. D'accord? Ça me fait penser au témoignage qu'on peut voir. Je pense que vous le trouverez assez facilement sur YouTube. C'est un Américain donc, qui s'est suicidé du Bay Bridge à San Francisco ou peut-être un autre pont. Et donc, il avait décidé de se suicider et donc il a sauté par-dessus le parapet. Et puis bon, je ne sais plus comment ça fait de hauteur, mais c'est pas loin de 100 mètres pour ensuite tomber dans l'eau, quoi. Et alors, pour la petite histoire, donc il a sauté, il est tombé, hein, mais il n'est pas mort. Parce qu'il est tombé pas loin d'un bateau et le bateau a tout de suite pu venir le recueillir. D'accord? Donc il a été miraculeusement sauvé. Hein. Et donc, cette personne est là pour donner aujourd'hui des témoignages en disant, justement pour prévenir le suicide. Hein, il disait, la seconde où j'ai lâché le parapet, je regrettais déjà de l'avoir lâché. Je regrettais déjà l'acte que j'avais commis. Et ces témoignages sont vraiment très... c'est émouvant, quoi. Hein, et je vous assure, ça nous fait réfléchir. C'est quelqu'un qui apporte aujourd'hui une contribution immense dans le sens de la prévention du suicide. Hein. Et c'est là où on voit, donc, une fois qu'il avait sauté, il ne pouvait plus revenir en arrière. Hein. Fatalement, il est tombé. Hein. Mais c'est là où les hasards et les synchronicités font que il y avait un bateau à côté qui a pu le récupérer de façon à ce qu'il ne meure pas. Et puis au niveau du choc dans l'eau, bon, il n'a pas dû tomber à plat, il a dû tomber plutôt debout, pas trop se faire mal. Hein, il s'est peut-être enfoncé de 10 mètres dans l'eau pour comment dire, amortir la chute, et puis ensuite remonter à la surface. Et c'est à ce moment-là que, voilà, les circonstances, comme on dit, hein, ont fait qu'il a pu être repêché et qu'en fait, il n'est pas mort. Voyez. Et c'est là où quand on examine ce genre de choses, où on comprend ces questions de fatalité. Après, vous avez plein d'autres histoires, hein, un avion qui tombe. Hein, les gens qui ont tout fait pour prendre cet avion et qui l'ont loupé, il y a eu vraiment 5 ou 6 choses extrêmement improbables qui se sont enchaînées, ont fait qu'ils ont loupé cet avion qui est tombé et dont tous les passagers sont morts. Voyez. Donc, c'est là aussi, on dit, la probabilité pour que ces 5 ou 6 événements s'enchaînent, hein, malgré tous les efforts que la personne avait fait pour quand même prendre l'avion, c'est là où on reconnaît justement ces signes, hein, et ces signes qui viennent en fait du guide spirituel, hein, ou de la spiritualité, parce qu'il ne fallait pas qu'on prenne cet avion. Hein. Et après, il y en a qui effectivement ont loupé cet avion, hein, donc ils ne sont pas morts dans l'avion, ils ont pris un autre avion, ils sont arrivés chez eux, ils sont morts dans un accident entre l'aéroport et leur domicile. Bon, c'est encore une autre histoire, hein, mais c'est là où on voit que quand un certain nombre de choix sont faits par nous, avant de nous réincarner, les circonstances feront toujours que, d'une manière ou d'une autre, le choix qu'on avait fait soit respecté et soit réalisé. D'accord? Alors, la fatalité n'est pourtant pas un vain mot. Elle existe dans la position que l'homme occupe sur la terre et dans les fonctions qu'il y remplit, par suite du genre d'existence dont son esprit a fait un choix. D'accord? Comme épreuve, expiation ou mission. Hein, il subit fatalement toutes les vicissitudes de cette existence et toutes les tendances, bonnes ou mauvaises, qui y sont inhérentes. D'accord? On a fait un choix, et voilà, on va subir les conséquences de ce choix. Le choix qu'on a fait va se réaliser. Alors pourquoi on subit des vicissitudes? Pourquoi est-ce qu'on est soumis à des tendances bonnes ou mauvaises? C'est justement le choix qu'on a fait pour évoluer. Hein. Les vicissitudes, c'est pas fait pour nous embêter, c'est fait pour développer en nous la résignation, la patience, la force, le courage, etc. Hein. Derrière toute vicissitude, on peut voir un bien selon la manière dont on le prend. D'accord? La fatalité est donc dans les événements qui se présentent, hein, puisqu'ils sont la conséquence du choix de l'existence fait par l'esprit. Elle ne peut pas être dans le résultat de ces événements, puisqu'il peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours par sa prudence. Vous voyez?
Donc, c'est comme ça qu'on arrive à concilier la fatalité et la liberté. Fatalité dans le sens réalisation de ce qu'on a librement choisi, programmé avant de se réincarner. Donc, c'est pas vraiment une fatalité du destin contre nous, hein. C'est tout simplement une fatalité qui résulte des choix que nous-mêmes on a fait. Et malgré ça, voyez, on garde quand même, ça dépend de nous de pouvoir en modifier le cours ou pas par notre prudence. Vincent? Oui, Charles, ça, ce sont des mots. Par exemple, quelqu'un qui se fait maltraiter au travail, parce que j'en parle parce que c'est mon cas, quand on se fait agresser au travail, si spirituellement on considère qu'on a choisi cette situation, on peut très bien réagir avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour la personne qui est agressante. Et ça les déstabilise fortement. Je peux te dire que quand tu réagis face à une personne qui est vraiment agressive, qui veut en découdre, et puis que tu lui dis, écoutez, moi j'ai aucune, voilà, je me sens pas coupable ni responsable de ce que vous m'imputez. Et je suis désolé, je peux faire avancer les choses avec vous si vous le désirez, mais je ne peux pas. En gros, non violemment, hein, mais je ne peux pas résoudre vos problèmes psychologiques, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes C'est ça, ouais. psychologiques. Je ne le dis pas comme ça, mais je le fais comprendre avec beaucoup d'amour, quoi. Ben c'est tout à fait ça, hein. Si tu te trouves face à ces situations, c'est très probablement parce que tu avais choisi de te retrouver dans ce genre de situation. Alors, c'est ce qu'il dit, hein. Tagadak, la fatalité est donc dans les événements qui se présentent. Donc, c'est les choix qu'on a faits. Par exemple, si nous-mêmes, dans le passé, on a maltraité des personnes, hein, on peut choisir dans cette vie de subir ce qu'on a fait subir à d'autres, hein. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Et l'expiation ne dure que le temps nécessaire pour changer notre disposition mentale et ne pas réincider dans la même erreur qu'on a commise dans le passé, hein, en général dans des vies passées. Et par rapport à ce que tu dis, hein, quand on, c'est effectivement la meilleure réaction possible, hein. Quand on regarde, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu des cours ou des formations sur l'analyse transactionnelle, hein. Mmh. Hein, je pense que ça vous dit quelque chose, peut-être les plus, moins, moins, plus, Mais hein. bon, ça c'est de la théorie, Charles, hein, mais dans la réalité, Oui, quand non, on mais se fait agresser, c'est souvent un réflexe soit de lutte, soit de fuite, hein. Soit bah, c'est on veut ça, se battre contre la personne, soit on veut fuir. c'est ça. Et, Être bienveillant par rapport à une situation de maltraitance, il faut quand même avoir une bonne stabilité, il faut avoir il les 2 faut, pieds sur terre, quoi, quand même. il faut le faire, ouais, effectivement. Mais quand tu fais, alors tu le fais de façon intuitive, instinctive, avec ton guide qui t'aide et tout, mais l'analyse transactionnelle, elle te permet de conceptualiser, de mieux réfléchir et de mieux comprendre ces choses. Et donc, à partir du moment où tu les as mieux comprises, hein, c'est pour ça que bon, l'analyse transactionnelle, la psychologie et tout, ça sert quand même à quelque chose, hein, sinon elle n'existerait pas. Et c'est là où ça nous permet de comprendre, hein. Ben, pour prendre l'exemple que tu cites, hein, tu as un chef qui te prend en plus-moins. Donc, lui, il se met en plus, il se met en haut, et toi, il te rabaisse. D'accord? Et l'analyse transactionnelle, elle dit, quand vous êtes dans une situation de plus-moins, quelle est la meilleure réaction, quelle est la meilleure réponse que vous pouvez donner? Eh bien, c'est d'égal à égal, hein. Et c'est exactement ce que tu fais, hein. Tu ne le prends pas de haut, parce que si tu le prends de haut, si quelqu'un te prend de haut, tu le prends de haut, qu'est-ce qui se passe? Vous allez au clash tout de suite. Ça va être le Bah, conflit. c'est ne pas prendre de haut, Charles, hein, c'est carrément agresser, c'est dire: «Vous ne faites pas votre travail». C'est ça. Et donc lui, il t'agresse. Si toi, tu l'agresses de ton côté, ben, vous allez vous battre, en gros, hein, verbalement ou peut-être même physiquement. Si d'un autre côté, s'il te prend de haut, si toi tu te rabaisses encore plus et tu t'effondres, eh ben, il va t'écraser complètement, hein. Par contre, si lui te prend de haut et que toi tu le prends d'égal à égal, ben, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est là où je ne veux pas dire que tu le déstabilises, mais tu le calmes, quoi. C'est-à-dire, c'est la meilleure réponse que tu peux donner. Et ça, c'est l'analyse transactionnelle qui étudie ces différentes situations, le pour et le contre de chaque cas, avec des exemples à l'appui et tout. Et le fait
Hein, moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir eu une formation dans le cadre du boulot par rapport à ça, hein, quand on négocie avec un client, etc. On est souvent dans ce genre de situation. Eh ben, je vous assure que ça m'a énormément aidé à me dire, punaise, c'est vrai, ça, je le faisais comme ça, un peu au flair. Et maintenant, je comprends pourquoi, effectivement, c'est la Ouais. meilleure solution, tu vois. C'est-à-dire que la personne en face, se rend compte qu'elle n'a pas prise sur toi. Elle se rend Oui, compte c'est que, ça, toi, tu restes dans une situation neutre et que tu as pas c'est à en ça, découdre, quoi. c'est Et ça. ça désamorce tout de suite le conflit, quoi. Voilà, ça calme immédiatement les choses, hein. Et c'est pour ça que bah, quand on est dans ce genre de situation, c'est la meilleure réaction possible. Alors, ce n'est pas le seul cas étudié par l'analyse transactionnelle, il y en a plein d'autres, hein. Mais celui-ci, il est assez illustratif et assez parlant, quoi, hein. Et c'est une façon d'être exemplaire, parce que c'est que les mots, hein, C'est ça. habituellement, on en parle beaucoup, mais en en dans la réalité, c'est plus difficile à mettre en œuvre, On n'y évidemment. arrive jamais, on n'y arrive pas toujours du premier coup, hein. Une personne qui a le Mmh. sang chaud, bah, quand elle est prise en plus-moins, la tendance naturelle, c'est de prendre en plus-moins dans l'autre sens, quoi. C'est d'aller au clash, hein. Mais c'est toujours pareil, quand on veut s'améliorer, hein, il faut qu'on observe les choses, on comprend, on voit les réactions, on réfléchit un peu à ce qu'on a fait. Est-ce que ce que j'ai fait, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire dans cette circonstance, etc. Le fait qu'il y ait une analyse qui nous permette de conceptualiser, de comprendre les choses, ben, ça nous aide justement à avancer, ça nous aide à évoluer, ça nous aide à faire le bon choix et à travailler justement ces réflexes, hein, à Mmh. développer notre intelligence émotionnelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein. La personne Et qui a le sang chaud, elle Charles, n'arrive pas à se contrôler, hein, elle n'arrive pas à contrôler l'avantage, ses émotions, donc il ouais, manque ouais, de l'intelligence émotionnelle. Et ça, l'avantage, l'intelligence émotionnelle, ça demande du travail, hein, pour y ah oui, arriver. oui, oui. L'avantage que ça a aussi, ça permet de montrer aux autres, aux gens qui sont autour, qu'on peut réagir autrement, et ça, c'est C'est aussi ça. riche. Ouais, Parce que après, donner quand c'est l'exemple avec d'une d'autres personnes réaction autour, ouais, effectivement, apaisée par rapport à quelqu'un qui est agressif, ben, c'est ça. ça aide aussi les autres. Mhm. Et donc, ça fait partie du travail de notre éducation, de notre travail pour devenir meilleur, hein, pour l'intelligence qu'on essaye d'appliquer à nous-mêmes, donc pour contrôler nos réflexes, hein. C'est la différence entre les émotions et les sentiments, hein. Les émotions, il y a une conférence qui a été donnée là, par je ne sais pas, je pense que c'est Claudia Verdine, hein, qu'on a dans le cadre du projet SOS Famille sur les chaînes YouTube là, du mouvement Spirit francophone ou de la Fédération Spirit française. Et elle explique tout à fait ça, hein, les émotions, on ne peut pas les éviter. Les émotions, ça fait partie de la nature, hein, une émotion de peur, une émotion de colère, hein, quand tu te fais prendre un plus-moins, ben, hop, ça augmente ton adrénaline. Tu ne peux pas l'éviter puisque ça fait partie de la nature, hein. Par contre, les sentiments, eux, là, tu peux travailler pour les contrôler. C'est-à-dire, une fois que tu as cette émotion, qu'est-ce que tu fais avec, hein? Et c'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, hein. Est-ce que une personne peut être brillante intellectuellement, mais si elle est incapable de travailler en groupe, si elle est incapable d'expliquer quelque chose à quelqu'un, si elle est incapable de négocier avec un client, elle ne sera pas très utile, hein. Donc, il vaut mieux quelqu'un d'un peu moins intelligent, mais qui arrive à négocier avec un client. Tu arriveras à de meilleurs résultats que celui qui n'a pas l'intelligence émotionnelle. D'accord? Et la troisième forme d'intelligence qui vient maintenant, c'est l'intelligence spirituelle, hein. Donc, c'est avec l'intelligence émotionnelle, mais avec en plus la bienveillance, la solidarité, voilà, le gagnant-gagnant, etc. Et donc, toutes ces choses-là, hein, qu'on acquiert pendant notre vie, pendant notre éducation, notre étude, le travail sur soi, forcément, ça va nous aider à utiliser notre libre arbitre dans le bon sens et à résister, hein, à avoir les meilleures réactions possibles, à avoir le meilleur coping, hein. Le coping, c'est aussi un mot qu'utilisent les psychologues. Donc, d'avoir la meilleure réaction possible vis-à-vis des épreuves du genre expiation ou autre, hein, qu'on a programmées dans cette vie. Il faut savoir résister, comme il dit, aux penchants ou aux entraînements qu'on subit.
hein. Et donc, voilà en gros ce qu'on nous dit, hein. C'est-à-dire que là, il y a de la fatalité, mais par rapport à ce qu'on a choisi et par rapport aux lois de la nature, mais on garde quand même une énorme partie du libre arbitre. Hein, comment dire, les choses, notre avenir est entre nos mains, hein. Voilà. Alors après, vous avez, par exemple, une personne a dit bah, je vais mourir d'un accident sur un pont qui s'écroule quand je traverse le pont. Alors, vous vivez votre vie et puis à un moment donné, vous arrivez à côté de ce pont. D'accord? Bon. Vous allez traverser le pont va s'écrouler et vous allez mourir dans l'écroulement de ce pont. D'accord? Je prends un scénario comme ça. Alors, comment est-ce que ça se passe dans le détail? Hein? Pourquoi est-ce que vous avez pourquoi vous avez traversé ce pont? Ben là, c'est quelque part ce qu'on dit, vous l'avez traversé instinctivement, parce que ça fait partie du choix que vous avez fait de partir comme ça, hein. Et donc, quand vous serez devant le pont, hein, même si vous voyez que le pont il est un peu branlant, hein, c'est votre instinct qui va vous pousser à traverser ce pont. D'accord? Après, on peut aller plus loin. On peut dire, mais OK, le pont il est branlant, mais qu'est-ce qui fait que, justement, quand c'est moi qui le traverse, il tombe? Est-ce que c'est un esprit qui est là qui va le faire tomber, hein? Non plus. Voyez? Le pont, il tombe parce qu'il devait tomber à ce moment-là. Et vous traversez le pont parce que, quelque part, il y a votre instinct qui vous a poussé à traverser ce pont ben, au moment où, naturellement, le pont, il allait s'écrouler. Vous voyez? Hein, parce que si on se dit, tiens, ben, OK, j'ai choisi de mourir dans un accident du pont, et quand vous êtes au milieu du pont, c'est votre guide spirituel qui fait tomber le pont, ce ne serait pas très sympa pour le guide spirituel, hein. Quel guide spirituel ferait tomber un pont exprès pour faire périr son protégé? Vous voyez, on pourrait se poser des questions légitimes, hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Et c'est votre instinct, hein, quelque part. C'est ce qu'on dit aussi, c'est notre destin, ce qu'on a choisi à l'avance, qu'on garde quelque part en nous, dans notre subconscient, et qui, à l'instant T, va nous faire agir dans le sens qu'on avait choisi avant. Après, ou pas, hein, ou pas. Oui, il y a quand même, c'est pas une fatalité à 100%. L'instinct nous y pousse, mais comme il dit, l'homme peut en modifier le cours par sa prudence en disant ouh, ce pont il est branlant, finalement je ne vais pas le traverser. On gardera quand même cette liberté. Après, bon, ben, on ne mourra pas en traversant ce pont-là, mais il y aura forcément un autre moment où on traversera un autre pont sans qu'on s'en rende compte et peut-être hein, qui s'écroulera. Vous voyez? On mourra quand même un jour, hein. Voilà. Donc voilà les analyses qu'on peut faire. Donc moi je trouve ça vraiment très très motivant, quoi, parce que déjà les choix qu'on fait nous-mêmes, hein, notamment des épreuves qu'on subit. Donc au lieu de mettre la faute à Dieu ou à Jésus ou aux autres, eh ben non, on se dit ben, finalement c'est moi qui ai choisi ça, et si je l'ai choisi pour une bonne cause, parce que c'est quelque chose qui va m'aider. Quand vous prenez les choses avec la révolte en disant Dieu il est injuste avec moi, ben, ça va pas vous aider à y faire face. Par contre, si vous savez que ah bah oui, voilà, c'est moi qui l'ai choisi et maintenant l'instant T est arrivé, ça va vous donner beaucoup plus de force pour y faire face, hein, qu'en cherchant des excuses ou à se défausser, hein. Et ça je l'ai vécu aussi, hein, quand vous êtes devant le médecin qui vous regarde dans les yeux, qui vous dit tiens ben voilà, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous, vous avez un cancer. C'est tac, ça fait tilt dans la tête. Bah oui, ça y est, j'avais choisi. Bah, le moment est arrivé, on y est. Ok, docteur, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Et alors que il y a d'autres personnes qui se disent oh là là, c'est la catastrophe, c'est la fin de tout, hop, qui se laissent complètement tomber, qui baissent les bras. À votre avis, des deux, quel est celui ou celle qui a le plus de chances de s'en sortir? Hein? C'est évident que c'est celui qui prend le taureau par les cornes et qui fait face, hein. Il a beaucoup plus de chances de s'en sortir que celui qui baisse les bras, hein. Et ces visions-là, ça nous donne beaucoup plus de force dans la vie pour comprendre ces choses, pour ne pas se révolter quand on subit des difficultés, parce que le courage dans l'adversité, hein, le fait de voir le bien qu'on peut retirer des situations difficiles, hein, ça fait partie, c'est une des caractéristiques de l'intelligence spirituelle d'ailleurs, hein.
et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, hein, pour l'humanité, pour la société, pour chacun d'entre nous. D'accord? Alors, ça c'est la première partie. Et maintenant, la deuxième partie, c'est le principe de l'action et de la réaction. Donc, on y a déjà touché un petit peu. La justice de Dieu étant infinie, il est tenu un compte rigoureux du bien et du mal. S'il n'est pas une seule mauvaise action, pardon, pas une seule mauvaise action, pas une seule mauvaise pensée qui n'ait ses conséquences fatales, il n'est pas une seule bonne action, pas un seul bon mouvement de l'âme, pas le plus léger mérite, en un mot, qui soit perdu. Et là, vous voyez, c'est pourquoi on parle de ça dans le libre arbitre. Ben, la décision est entre nos mains, hein. Est-ce qu'on veut aller rester dans les mauvaises actions, dans les mauvaises pensées, sachant que ça va nous retomber dessus derrière, de par les lois de la nature, ou est-ce qu'on veut plutôt aller vers les bonnes actions, vers les bons mouvements de l'âme, par les mérites, hein, qui aussi vont nous retomber dessus, mais en positif. Donc, c'est quelque chose qui nous aide, effectivement, à l'instant T, à faire les bons choix. Non, je vais faire ça parce que ça m'arrange tout de suite. Oui, ben, mon père, il avait un petit peu cette tendance-là, hein, voilà, il aimait bien, quand le café était un peu trop chaud, il mettait un peu d'eau de vie dedans, etc., quoi. Puis bon, ben, à force, avec la bière alsacienne et tout, bon, alors on lui disait, de temps en temps, on lui disait, écoute, voilà, bon, une, ça suffit, c'est pas la peine d'en prendre deux. Il dit, ouais, mais d'abord, ça fait du bien, c'est seulement après que ça fait du mal. Donc, il en avait conscience et il décidait quand même de le faire, vous voyez. Et le problème, bah, c'est que le après, il finit par arriver, quoi. Donc, résultat, bon, bah, il est décédé, en fait, un peu de ça, quoi, hein, le foie, etc., hein. Donc, voilà. Donc, surtout qu'aujourd'hui, la science avance, hein, on sait très bien on commence à mieux comprendre le bien et le mal, hein, les effets néfastes, par exemple, de l'alcool, du tabac, des addictions ou de certaines actions, ou de trop manger, ou de ne pas faire assez d'exercice, trop de sucre. Il y a plein d'exemples où la science, elle nous dit clairement, voilà, si vous voulez un peu plus de longévité, prendre soin de vous, voilà ce qu'il faut essayer d'encourager, voilà ce qu'il faut éviter. Mais après, c'est nous, avec notre libre arbitre, hein. Bon, ben, oui, je le sais, c'est marqué en noir sur blanc, fumer tue, mais continue à fumer. Voilà. Alors, c'est là où le libre arbitre, quand même, on garde le libre arbitre dans ces choses-là, quand même, hein, parce que même si les effets de l'addiction, etc., on sait très bien que c'est pas facile de s'arrêter de fumer ou de boire, voire dans certains cas même impossible, mais on a quand même toujours le libre arbitre de suivre les conseils, de prendre des traitements de substitution, on peut quand même s'en sortir, si on le veut, hein, et surtout au début, quoi, de dire, bon, ben, effectivement, avant que l'addiction vraiment ne s'ancre dans notre corps physique, de dire, bon, ben, hop, je vais mettre la pédale douce ou je vais arrêter, hein. Après, il y en a d'autres qui ont choisi des solutions un peu plus radicales, comme moi, par exemple, hein. C'est, bon, alors, j'ai jamais vraiment été addict à l'alcool, mais bon, pareil, en tant que bon Alsacien, on aime bien une bière ou du Gewürztraminer, vendange tardive et grappé. Bon, ben voilà, on se laisse toujours un peu, hein, les bonnes choses. Et puis, ben, avant de me réincarner, hein, j'ai choisi un garde-fou pour pas retomber dans ce travers-là, hein, qui consistait à dire, ben, j'ai eu une maladie, en fait, un adénome à l'hypophyse. Et donc, à cette époque-là, il venait de sortir un médicament. Par contre, ce médicament, il y avait une contre-indication absolue avec l'alcool. Ah, bon, ben, zéro alcool pendant 2, 3 ans qu'a duré le traitement, vous voyez. Donc, et ça, je suis sûr, c'est moi qui l'ai choisi avant pour dire, attends, pour vraiment assurer, hein, je vais choisir ce truc-là. D'où vient cette adénome hypophyse? Ben voilà, ça vient du choix que j'ai fait. Et puis, la conséquence qui est là, ben, je vois très bien, comment dire, l'effet bénéfique que ça a pu avoir sur moi. Vous voyez, on peut choisir ça, c'est après chacun qui choisit son parcours de vie. Et donc, pourquoi j'ai cette maladie? Ben, je remercie d'avoir eu cette maladie. Vous voyez.
Et puis pareil, elle est partie, et puis maintenant, ben, je ne bois plus, quoi. Hein. Le Gewürztraminer égrappé, quand il y en a, j'en prends un doigt, comme ça, hein, pas comme ça, dans le verre, juste pour mouiller les lèvres, pas plus, mais je ne bois pas. Donc, bon, ben, c'est un choix que j'ai fait pour m'aider dans mon parcours de vie, voyez. Et si, quand on en prend conscience, ben, voyez, je vous dis ça avec le sourire et tout, je suis heureux que ce soit passé comme ça, quoi. Mais il peut y avoir aussi l'influence négative en disant ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai cette saloperie, je ne peux même pas boire que je voudrais boire. Quel est le meilleur état d'esprit des deux, hein? Enfin, pour moi, c'est vite vu, quoi. Hein, voilà, il vaut mieux se résigner et puis de voir les choses positivement, hein, en disant on peut très bien vivre même sans Gewürztraminer. Voilà, et donc par rapport, pour justement nous aider à prendre les bons choix, hein, ben, on a cette loi d'action et de réaction, cette loi de cause à effet, hein, qui est là. Hein, c'est une loi de la nature qui s'applique à tout le monde. Elle ne s'applique pas plus fortement ou plus justement ou plus injustement à l'un ou à l'autre. Elle s'applique pareil pour tout le monde. D'accord? Et donc, là aussi, c'est un autre garde-fou, hein, pour nous pousser à prendre les bonnes décisions, pour nous pousser à aller vers le bien. C'est bien fait quand même, les lois de la nature. Hein, hein, on garde notre liberté, mais on est quand même quelque part, le chemin, il est toujours là devant nous, hein, il nous montre toujours les choses, les exemples des autres, etc., hein, pour nous pousser vraiment, hein, nous encourager à avancer dans le bon sens. Et alors, par rapport à cette loi d'action et de la réaction, donc, il parle les vicissitudes qu'on a dans la vie. Hein, donc, les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. D'accord? Donc, si on mange trop, c'est dans cette vie qu'on mange trop. Donc, si après on a du diabète, de l'artériosclérose ou des problèmes cardiaques, enfin toutes les conséquences qu'on a de la suralimentation, hein, ou les articulations qui lâchent à cause du surpoids, etc. Bon, ben, clairement, la cause, elle est dans cette vie. D'accord? Mais il y a certains cas où la cause, elle n'est pas dans cette vie. Hein. Par exemple, adénome à l'hypophyse, d'où ça vient? Ben, les médecins, ils disent, on ne sait pas. On ne connaît pas l'étiologie de la maladie. C'est pas parce que vous avez bu du lait de chèvre quand vous étiez petit que ça s'est encouragé. Non, ils savent pas. Ils savent absolument pas. Le cancer, c'est pareil. Hein, un cancer, la plupart des cancers, on ne connaît pas les causes. Hein. Évidemment, le cancer du tabac, de l'amiante, il y en a certains où on connaît les causes. Mais celui que moi j'ai eu, le médecin, il a été incapable de me dire, il me dit, ben, l'étiologie de ce genre de cancer, voilà. Donc, c'est pas dans cette vie. Donc, ben, pourquoi moi, etc. Non, là, on a encore un garde-fou en disant, ben, ça vient pas de cette vie, ça vient certainement d'une vie antérieure. Hein. Je ne subis pas ça de façon injuste. Hein. Parce qu'il faut toujours bien vous dire que dès que vous avez une pensée ou un raisonnement qui arrive à une conclusion de dire c'est la faute à pas de chance ou Dieu a été injuste avec moi, par exemple, il faut être sûr qu'il y a une erreur quelque part dans votre raisonnement. Parce que si Dieu existe, il est infiniment juste, on est bien d'accord. Il ne peut pas être injuste, il ne peut pas être partial, il ne peut pas être plus défavorable pour vous que pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Hein, sinon, ce ne serait pas Dieu. Sinon, Dieu vous remettez tout l'échafaudage en cause. Non, on a vu que Dieu existe, il n'y a pas d'effet sans cause. Hein, voilà. Et si Dieu existe, il a cet attribut qui est l'infinie bonté. Donc, il y a une erreur dans le raisonnement. Hein, et donc là, ça nous aide à comprendre quelle est l'erreur dans cet raisonnement. C'est-à-dire, si on a une maladie, un enfant qui naît avec une leucémie ou des choses comme ça, la cause, elle n'est pas dans cette vie, mais on peut être sûr que la cause, elle est quelque part et que cette cause, elle est juste. Hein, s'il a une leucémie, c'est parce que c'est une conséquence du passé et c'est aussi parce que, en le voyant positivement, cette leucémie va permettre à cet enfant de purifier, d'épurer son père-esprit pour qu'il puisse ensuite se réincarner sans ce problème-là. Vous voyez? C'est le fameux, c'est ce que je dis de temps en temps,
la personne qui meurt d'un cancer, quand elle arrive de l'autre côté, le guide spirituel qui lui dit, tu vois, ton cancer t'a guéri. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors ça, évidemment, quand on a une vision matérialiste, ça passe pas. Mais avec une vision spiritualiste, avec plusieurs vies, on voit tout à fait où est la logique, où est la justice divine par rapport à ça. D'accord? Et donc, à partir de là, voilà, hein, la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent, bon, ben, c'est toujours ce qu'on dit. Hein. La personne sait que boire, c'est pas bon, mais elle boit quand même. La personne sait que fumer, c'est pas bon, c'est écrit noir sur blanc, mais elle fume quand même. Bon, ben, c'est justement pour apprendre à mieux savoir se contrôler, hein, subir les conséquences sur soi-même de ce manque de volonté, de ne pas mettre notre volonté pour décider des actes et des attitudes qui sont en harmonie avec les lois de la nature. Et c'est comme ça qu'on évolue. D'accord? Voilà. Est-ce qu'on a à peu près fait le tour? Est-ce que vous avez des questions par rapport à au libre arbitre, la fatalité, ou liberté de pensée, de conscience, comme on a vu la semaine dernière? Est-ce que c'est clair? Michel? Oui, j'ai une question, Charles. À la fin du premier paragraphe, juste au-dessus là, de ce qui est affiché à l'écran, si je comprends bien, cette dernière phrase que je trouve importante, juste au-dessus, je pense que c'est la question 851. Alors, non, voilà, c'est en dessous. C'est la question 875, alors je crois. 872. 872, voilà. Cette dernière phrase, en fait, de la question 872, elle me dit que la fatalité est liée aux événements. Par contre, en fonction de ces événements, ce sont nos actions qui sont la conséquence de ces événements, qui sont notre libre arbitre. C'est bien ça ce qu'elle veut dire, cette phrase. Hein. Alors, la fatalité est donc dans les événements qui se présentent, puisqu'ils sont la conséquence du choix de l'existence fait par l'esprit. Voilà, donc ça c'est bien la fatalité, c'est-à-dire qu'en fait on avait choisi que ça arrive, donc c'est dans notre vie actuelle c'est la fatalité. Par contre, c'est le résultat de ces événements qui peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours. Voilà. Elle peut ne pas être dans le résultat de ces événements, puisqu'il peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours par sa Donc, prudence. D'accord? voilà, c'est là où on voit en fait, le effectivement fait d'être... l'ouverture dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous avez développé votre prudence, hein, si l'événement qui était programmé, c'était pour développer votre prudence, et si vous avez développé votre prudence avant que l'événement arrive, l'événement, il n'a plus d'utilité puisque vous avez déjà développé votre prudence. D'accord? Donc, à la limite, même si l'événement arrive, hein, c'est les autres exemples que je vous ai donnés, hein, quand un événement arrive, la fatalité n'est pas dans le résultat de ces événements, c'est-à-dire comment vous allez réagir par rapport à cet événement, quand l'événement se produit. Hein, moi, j'aurais très bien pu accuser Dieu qu'il a été injuste avec moi quand j'ai eu le cancer. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. D'accord? Donc là, j'ai été libre. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt réagi différemment en disant, bon, ok, voilà, l'épreuve choisie arrive. Qu'est-ce qu'on fait maintenant hein, pour continuer, pour s'en sortir, etc. Et donc, c'est là où est intervenu mon libre arbitre. Hein. L'événement, je n'ai pas pu faire de sorte qu'il ne se présente pas. Et même là, moi, je pense que effectivement, ce que tu dis, ta question, Michel, c'est que si un événement n'a plus lieu d'être, effectivement, il ne se produira plus. Si vous avez déjà développé votre prudence, il ne se produira plus. Vous voyez ce que je veux dire? L'événement que vous avez décidé pour développer quelque chose en vous, dans votre esprit et tout, si vous arrivez à le développer sans cet événement, l'événement, il ne sert plus à rien. Et c'est justement dans ces cas-là
que se négocie, entre guillemets, la programmation qu'on avait faite de la réincarnation. D'accord? Il n'y a rien qui est vraiment 100% gravé dans le marbre. Hein. Et ça, Guillemot, il le dit. Hein, il dit le futur est déjà écrit, mais à un moment donné, on peut prendre un choix de prendre une autre direction. Bah, du coup, c'est un autre futur. Vous voyez? Il le dit hein, quand il prend la métaphore de l'arbre de vie. Hein, la vie, c'est un peu comme on monte sur un arbre. À un moment donné, bon, bah, il y a des branches. On prend celle de droite, celle de gauche. Ensuite, hop, encore une, celle de droite, celle de gauche. Et au fur et à mesure qu'on prend des choix, effectivement, toutes les possibilités du futur, ben, quelque part, on va en sélectionner quelques-unes. Hein. Il fait le parallèle avec la mécanique quantique. Hein. Vous avez l'électron qui peut être dans toutes les possibilités. On ne dit pas il peut être. Il est dans toutes les possibilités au même moment. Et c'est uniquement à partir du moment où vous l'observez que là, il y a l'effondrement. Il n'est que dans dans une seule des possibilités qui correspond à celle que vous avez observée et qui devient donc la réalité du présent. Mais avant que vous l'ayez observé, il peut être partout. C'est le paradoxe du chat de Schrödinger hein, qui est dans un vaisseau spatial. Hein, il est à la fois mort et vivant. Jusqu'au moment où vous observez, c'est là que vous verrez s'il est mort ou s'il est vivant. Hein. Mais tant que vous ne l'avez pas observé, il est mort et il est vivant en même temps. Hein, ce sont les bizarreries de la mécanique quantique, mais donc que Philippe Guillemot il applique à ces questions de la vie, de choix qu'on a pu faire et des situations qui se présentent, etc. Mais on peut y voir un parallèle. Hein, les situations qui se présentent vont dépendre de l'utilisation de notre libre arbitre et du chemin qu'on aura suivi. Et même, je dirais même dans la programmation de la réincarnation, on peut déjà tenir compte de ces choses, hein, en disant, écoute, je veux avoir telle maladie, hein, si je n'ai pas développé telle qualité avant que la maladie arrive. Mais si j'ai développé telle qualité avant que la maladie arrive, on n'a plus besoin de la maladie, on est d'accord. Donc, je pense qu'on peut faire une programmation de notre vie en tenant compte d'un certain nombre de scénarios. Voilà. Et le scénario dépendant des efforts qu'on aura fait, du travail qu'on aura fait sur nous-mêmes, hein, des bons ou des mauvais choix qu'on aura fait nous-mêmes pendant notre vie, hein, qui vont déclencher le scénario A ou le scénario B. Donc, vous voyez, même cette fatalité des choix qu'on a fait au début, on y introduit de la flexibilité. Hein. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien ne tombe du ciel. Hein. Si on avance, c'est par nos propres efforts. Personne ne peut faire des efforts à notre place. Hein. Personne ne peut évoluer à la place d'un autre. Personne ne peut pardonner à la place d'un autre. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons pardonner. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter ou qu'on peut déléguer. Hein. Et c'est là où il y a l'erreur que commettent beaucoup de gens, notamment en consultant des voyants qui exercent, qui en ont fait une profession. Hein. Quelque part, ces personnes-là délèguent leur libre arbitre aux voyants. Et ça, c'est extrêmement dangereux, quoi, parce qu'on ne peut pas déléguer notre libre arbitre, premièrement. Hein. Et deuxièmement, on se met dans une situation très vulnérable. Si le voyant qu'on a en face, ou la voyante qu'on a en face de nous est quelqu'un de déshonnête, il nous fera très facilement tomber dans une dépendance, hein, et on y retournera, on va dépenser une fortune, et lui, il va s'en mettre plein les poches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, tout ça, ça fait partie du conseil qu'on donne toujours. Voilà, il vaut mieux, ça sert à rien, il vaut mieux éviter hein, d'y aller. On peut, alors après, bon, j'ai quand même quelques contre-exemples. Hein. Il y a des personnes qui sont pas du tout addictes à ces choses-là, qui sont un jour allées voir un voyant, une personne qui n'est pas forcément honnête, hein, puisqu'il y a d'autres exemples avec cette personne-là qu'on a pu voir où elle a franchement agi de façon assez médiocre, voire même condamnable, voire même préjudiciable pour les personnes qui étaient là. Mais les personnes qui avaient été ce jour-là ont reçu des indications très claires avec des preuves d'identité sur des défunts, des choses comme ça, qui les ont amenés au spiritisme. Voyez. Donc,
C'est toujours le dilemme qu'on a, hein. Les bons esprits vont utiliser tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour parvenir à leur fin, quoi. Mais bon, après, de là à prendre le risque de tomber dans les griffes de quelqu'un qui est malhonnête, il faut quand même se méfier. Moi, je ne conseille pas, il vaut mieux éviter. Parce que le guide, si là, il avait un voyant sous la main ou quelqu'un qui a quand même, parce qu'il y a des voyants qui ne sont même pas médiums, hein, c'est de l'invention du début à la fin. Celle-là, en l'occurrence, elle avait quand même une faculté médiumnique, même si elle n'était pas très honnête. Eh ben, les bons esprits n'hésiteront pas à l'utiliser, elle, hein, pour bénéficier une personne qui le mérite, entre guillemets. Mais ce qu'il faut toujours bien se dire, c'est que même si ces personnes n'étaient pas allées voir cette voyante, le guide spirituel aurait agi d'une façon différente pour obtenir le même résultat. Vous voyez? Donc, dans un cas comme dans l'autre, il vaut mieux pas dépenser ses sous pour aller voir un voyant et surtout pas déléguer notre libre arbitre, hein. Demander à un voyant qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois pas faire ça? Est-ce que je dois me séparer? Est-ce que je dois pas me séparer? Est-ce qu'il faut que je laisse ce boulot? Est-ce qu'il faut que je prenne un autre boulot? Non, ça, ce sont des décisions qui nous appartiennent à nous. Et le fait de les déléguer à quelqu'un d'autre, ça va peut-être un petit peu réduire notre responsabilité, mais on en subira quand même les conséquences si ce n'est pas un bon choix. Et par contre, le voyant qui influe comme ça sur le libre arbitre des autres, lui, et on a déjà eu des exemples de communication de personnes d'esprit qui étaient des voyants dans leur vie et qui le regrettent amèrement derrière, hein, parce que le fait de mal influencer le libre arbitre sur quelqu'un, le fait de les mettre dans une situation de dépendance pour les extorquer financièrement, ça pèse très très lourd sur la conscience une fois qu'on arrive de l'autre côté. Vincent? Ça peut exister dans le cas de la voyance, mais ça peut aussi exister dans le cadre, par exemple, de la psychiatrie, hein. Un psychiatre peut très bien influencer une personne et la faire déraper complètement. Parce Alors, que elles sont censées normalement avoir fait un travail sur elles et ne pas plaquer leurs propres affects sur la personne. Mais il y a beaucoup de psychiatres qui plaquent leurs affects, qui les tartinent à leurs patients, hein, et ouais. qui les font déraper, hein. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a comment dire, on a des problèmes un peu partout de ce genre-là, hein. C'est le psychiatre, il a une formation qui permet de comprendre les choses et puis de corriger des déséquilibres au niveau hormonal ou autre. Il ne faut pas dire que la psychiatrie ne sert à rien, hein. Par contre, le psychiatre, c'est comme n'importe qui d'autre, hein. Même un médecin, prenez un médecin généraliste, vous en avez qui sont, entre guillemets, ils ont tous une bonne formation, mais est-ce qu'ils agissent toujours tous de la meilleure façon possible? Moi, je vois clairement, vous avez des médecins, bon, ben, paf, boum, 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 hop, c'est temps, et puis au revoir, hein. Et vous en avez d'autres qui vous questionnent, qui vous parlent, qui vous écoutent, qui sentent. Et on voit, en fait, ils recherchent l'inspiration, hein, et ils vont faire un diagnostic et ils vont voir juste, hein. Donc, entre le médecin qui voit surtout le chèque ou la carte bleue à la fin de la séance et celui qui fait son métier avec un peu plus d'amour pour le métier, entre guillemets, on voit tout de suite la différence. D'accord? Mais ça existe partout, hein. C'est pas uniquement dans la médecine, vous trouverez ça un peu partout. On a Après, aussi bon, tout à effectivement, fait. bon, j'ai vu des cas il y a des cas, et c'est connu, hein, de psychiatres qui voilà, franchissent certaines limites que les médecins ne doivent pas que n'importe quel professionnel de la médecine ne doit jamais franchir, quoi. Mais ça, bon, voilà, c'est pas écrit sur le front, hein. Il y a pas de, c'est difficile à détecter, hein, ce genre de choses. Je pense qu'on peut les détecter uniquement de notre côté en observant et en voyant est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il met le cœur dans ce qu'il fait ou pas, hein, en fait, c'est ça. Est-ce qu'il associe son intelligence à la bienveillance ou est-ce qu'il le fait uniquement par intelligence et par intérêt financier? Et je pense que vous êtes tous un peu dans ce genre de situation, hein. Entre deux médecins, c'est sûr que vous allez plutôt choisir celui
qui aura le cœur un peu plus ouvert, celui qui montrera un peu plus de désintéressement. Hein. Michel? Alors, mais j'aime bien l'exemple de Vincent. Dans ce cas, alors, est-ce que c'est un événement, une fatalité, ou est-ce que du coup, c'est pas une fatalité de Par rapport au rencontrer patient, tu veux dire? un psychiatre comme ça? Oui, et cette rencontre entre le patient et le psychiatre. Est-ce que du Ben, coup, c'est une fatalité, un événement, ou est-ce que ou pas? alors, quelque part, je pense, si on est vraiment, si on tombe sur quelqu'un qui nous porte du tort, c'est quelque chose qu'on avait programmé dans une vie antérieure. Tu vois, typiquement, on a peut-être nous-mêmes été d'une profession médicale et on a fait les choses par manque de désintéressement, donc on peut choisir de subir ce genre de choses. Tu vois? Donc, c'est la fatalité dans le sens, les choix qu'on a fait avant de se réincarner. Mais ensuite, bon, comment dire, tout dépendra de la façon dont on réagit. Hein. C'est-à-dire, on y va, puis à la première consultation, on se rend compte que c'est pas bon, que ça va pas. Hein. On voit qu'il n'y a pas le fit. On écoute notre conscience qui nous fait assez rapidement comprendre que c'est pas la bonne personne. Hein. Et j'ai vu aussi ce cas-là, une personne qui, hein, parce que le psychiatre, bon, il va mettre 10 rendez-vous, hein, c'est toujours, hein, parce que ça se fait sur, ils vous écoutent, etc. Hein, c'est les protocoles qu'ils ont. Hein. Et la personne qui dit, bah, écoutez, non, finalement, je reviens pas. Je reviens pas parce que j'ai vu une personne qui dit, vous pouvez pas m'aider dans le problème que j'ai. Parce que ça, c'est l'autre problème, l'autre question. Si le problème il est spirituel, hein, un psychiatre qui est exclusivement matérialiste, il pourra atténuer les effets, mais il pourra difficilement agir sur la cause. Hein. Et donc, quand la personne a désisté des rendez-vous, bah, il y a eu des relances, des rappels, et non, non, vous ne pouvez pas désister comme ça. Il y a un certain nombre de pressions qui sont faites. Hein. Alors, c'est resté dans la limite de l'acceptable. Hein. Et donc, c'est là où intervient le libre arbitre, hein, de dire non, ok, j'ai vu, j'ai subi, hein, mais j'ai compris, donc je ne vais pas suivre cette voie. Et par contre, il y en a d'autres qui retourneront et puis qui continueront à subir. Il leur faudra un peu plus de temps pour comprendre. Est-ce que j'ai répondu à la question, Michel? Oh, ben oui, très bien, très bien. Merci, Charles. Notre avenir est entre nos mains, hein, quand même. Hein. Oui. Dans la plupart des cas, hein. C'est vraiment que quand on était dans les cavernes, hein, là, notre avenir était un peu moins dans nos mains. Mais là, on a quand même atteint maintenant un degré d'évolution, un niveau d'évolution où ben, ça dépend de nous, hein, de modifier le cours des choses ou pas. Hein. C'est vraiment parce que le libre arbitre, comme on l'a vu la semaine dernière, il vient au fur et à mesure de notre évolution. Hein. L'homme préhistorique, l'animal, son degré de liberté est très faible, hein, il va suivre son instinct. L'homme préhistorique, il était un peu entre les deux. Et plus on évolue, plus justement l'intelligence transforme l'instinct en une liberté de décision. D'accord? Donc, c'est plus on évolue, plus cette liberté s'amplifie en nous. Hein. Vous vous rappelez ce qu'on avait lu de Léon Denis la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, on est à un stade où, bon, bah, c'est entre nos mains. Donc, maintenant, c'est à nous de voir et de réfléchir, de dire, qu'est-ce que je veux? Hein. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Hein. Ah, ben non, je veux consommer, je veux ci, je veux ça. Bon, ok. C'est le choix, c'est un choix. On est libre de le faire. Ou l'autre dit, ah ben non, je veux plutôt être sobre, etc., bienveillant, penser aux autres. Ah ben voilà, c'est un choix. Et c'est comme ça qu'on avance. D'accord? Merci, Charles. Merci. Bon, ben voilà, donc je pense qu'on a fini. Vous pourrez après, je vous conseille quand même chaque fois de lire la suite, hein, parce qu'il y a toujours, on n'a pas le temps en 1 heure de tout voir, hein, mais vous avez tous les développements, toutes les références, d'autres références, voilà. Mais c'est vraiment cette question de liberté, hein, comme on en parlait un peu la semaine dernière, c'est vraiment un sujet qui est fondamental, quoi. On n'est pas des machines. Hein, le déterminisme n'existe pas.
Et pourtant, la science matérialiste croit et nous pousse à ce déterminisme. Hein. Non, on est libre, on est responsable. Il y a la loi de cause à effet. Hein. On subit les conséquences bonnes ou mauvaises des choix qu'on fait. Et c'est ça qui nous fait apprendre. Donc voilà, on est autonome. Hein. Utilisons cette liberté et cette autonomie pour avancer. Hein. C'est un levier de notre évolution. Voilà. Alors, si je reviens au programme, où est-il? C'est le dernier de ce semestre. Donc, je vais faire assez rapidement le programme pour la suite. Alors, il y a juste la question que je me posais. Le 1er septembre, c'est un dimanche, donc on peut éventuellement recommencer le 1er septembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Comme ça, on terminera peut-être avant Noël, parce que c'est le dimanche 22, hein, le dernier dimanche avant Noël. Je vais voir, je vais faire le programme, hein, et donc je vais le mettre sur... on a le groupe Skype, hein. Donc là, je vous montre encore une fois, vous voyez, vous avez... ça, c'est la réunion Teams. Je vais essayer de garder le même lien, hein, pour le trimestre prochain. Et là, vous avez le lien pour rentrer dans le groupe Skype. Hein, d'accord. Et donc, alors ça, il faut que je le change. Hein, le site de la FSF n'existe plus. Spiritisme.org, maintenant, ça va vers le mouvement spirit francophone. Et donc, on peut rester en contact sur Skype. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, je vous mettrai aussi sur Skype et sur le site. Donc, le programme, dès que je l'aurai terminé. Mais en principe, donc, on va recommencer le 1er septembre. Et le 1er septembre, on verra le cours suivant. Alors, attendez, où est-ce qu'il est? Là, hop. Ça va être la loi du progrès. D'accord? Comment, en utilisant notre libre arbitre, on progresse et on évolue. Okay? Et après, vous verrez, il y aura les autres lois, loi de société, loi du travail, loi de destruction, hein, loi de conservation, loi d'égalité, hein, loi de reproduction, et la dernière qui est la loi de justice, d'amour et de charité. Hein. Et après, on verra les autres points, la perfection morale, hein, l'homme de bien, espérance et consolation, la vie dans le monde spirituel, le phénomène de la mort, et relation dans l'au-delà, sympathie et antipathie. Voilà, donc c'est tous les phénomènes d'émancipation de l'âme, donc on parlera un peu de médiumnité. Et le dernier cours qui sera sur le mouvement spirit. Voilà. Et donc, quand on aura fait ça, on sera à peu près à Noël. D'accord? Si vous voulez, je peux aussi vous remettre le cours, là. Hein. Je vous remets le fascicule, comme ça, vous aurez une vue de tout ce qu'on a fait depuis le début, de tout ce qu'on a et tout ce qu'on verra jusqu'à la fin. Je vous mettrai tout ça sur le groupe Skype. OK? Voilà. Eh bien, écoutez, on va remercier tous les bons esprits d'avoir été avec nous aujourd'hui, qu'on ait pu réfléchir sur tous ces points, toutes ces questions qui nous aident énormément à évoluer, à avancer sur la route du bien, sur la route qui nous mène vers le bonheur, qui nous donne aussi toutes les ressources pour surmonter toutes ces difficultés, toutes ces crises, toutes ces agitations qui sont particulièrement intenses en ce moment dans notre pays, nous aider à garder le calme et la sérénité pour pouvoir avancer pour le meilleur, non seulement pour nous, mais aussi pour toute la société en général. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche, je vous souhaite d'excellentes vacances, hein, juillet, août, et puis donc on se revoit début septembre. Bon dimanche. Merci. Merci beaucoup, Charles. Bonnes vacances à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci, Au revoir. merci à Bonnes tous. vacances. Bonnes vacances.